Bonjour à toutes et tous et bienvenue au deuxième épisode de l'émission Culturisme consacrée à la culture pour tous. Je souhaite le bienvenue à Étienne, Marc, Nisrine et Eric. Et donc là, nous souhaitions, pour le lancement de ce deuxième épisode, revenir sur cette notion du maillage et du territoire. Et en fait, on avait commencé à parler de ces questions-là, non pas justement de contradiction ou de volonté de confronter les zones urbaines ou les zones rurales, mais je pense qu'il est évident quand même de noter qu'il y aurait des différenciations de travail ou d'appréhension de nos métiers ou de la manière dont on va aborder ou approcher nos publics entre des grands centres urbains locaux comme Châlons ou Mâcon, le Creusot ou Toulon-sur-Arroux. Et justement, je crois qu'Éric, tu avais des spécificités peut-être par rapport au Mâconnais ou... Ouais. Alors, oui, c'est vrai que le Mâconnais, je pense que c'est quelque chose d'assez révélateur dans le paysage français. Une ville moyenne qui se développe dans sa périphérie avec des prises c'est pas encore des prises de compétences. On espère les voir un jour venir, mais pour le moment, on n'en est pas là. Mais par contre, effectivement, avec le développement d'activités dans les petites communes qui aujourd'hui viennent finalement, j'aime pas parler de concurrence, mais c'est vrai que ce sont nous on voit arriver effectivement des choses qui sur le pourtour du Mâconnais qui viennent un peu télescoper nos propres actions. Et aujourd'hui, le vrai défi pour nous, ça serait justement de prendre en compte. Alors là encore, c'est une question politique. C'est comment les élus vont se positionner, quelles seront les décisions qui seront prises. Nous, je sais qu'on a déjà rencontré les élus de la communauté l'agglo du Mâconnais il y a quelques années, mais c'est vrai que c'est un vrai chamboulement dans le paysage avec ce redéploiement des populations, avec des flux de population qui sont organisés complètement différemment et du coup nécessairement une réorganisation et au moins un accompagnement de ces changements dans des structures comme les MJC par exemple. D'accord, donc l'idée serait de travailler, en tout cas de concevoir une nouvelle carte, on va dire, peut-être aussi des acteurs du territoire, ou de voir comment des synergies peuvent s'opérer ou... Puis les rendre complémentaires. Ouais, je pense que c'est ça, c'est comment créer une synergie, une cohérence à travers tout ce tissu qui est en train de se développer et comment réorganiser tout ça, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a pléthore, enfin nous on le voit, on le constate sur Mâcon, mais c'est quelque chose de plutôt rassurant, il se passe des choses quand même, mais c'est vrai que j'ai peur qu'à terme ce soit qu'il y ait des effets qui soient des effets de dilution qui nous amènent à finalement à fragiliser le tissu associatif et les structures comme les nôtres. Oui, ce qui est important. Oui, justement, Étienne, je voulais... auquel il faut être vigilant, je suis entièrement d'accord. Après, moi, j'ai un peu une sensation de complémentarité. C'est vrai que voilà, nous, on participe au Cléa de Toulon-sur-Arroux depuis 3 ans maintenant, depuis 2015, et j'ai l'impression qu'un petit peu toutes nos actions permettent aussi à des publics qui ne se déplaçaient pas de se déplacer pour aller découvrir des événements culturels. Pour concrétiser un petit peu ce propos, on travaille beaucoup avec l'Arc, qui nous permet de pérenniser aussi ce projet qui est au cœur de notre compagnie. Et on s'est rendu compte que venaient à l'Arc des gens qui, je pense, n'étaient pas venus depuis longtemps, voire jamais venus. Non pas qu'ils n'aient pas envie de participer à des événements culturels ou d'en être spectateur, mais simplement parce que habitant à Toulon-sur-Arroux, aller à l'Arc, c'est 40 minutes de voiture, ce qui n'est pas toujours simple quand on est seul le soir. Et là, en fait, à force de se retrouver autour de propositions culturelles, les gens ont commencé à créer un petit groupe. Et en fait, le soir, ils se motivent tous ensemble pour venir voir une pièce à l'Arc. Et c'est ce qui s'est passé. On y jouait le 30 novembre, nous notamment. Et dans le public, on avait
beaucoup d'éleveurs du coin qui, je pense, n'étaient pas habitués à fréquenter l'Arc. Et je dois avouer que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire dans cette direction, parce que non, il faut surtout pas que ça fasse concurrence, le mot est un petit peu violent, mais en tout cas réfléchir tous ensemble à comment construire pour que tout ça puisse arriver à cette fameuse démocratisation dont on parlait. Si je me permets, et à l'inverse, hein, donc, alors c'est pas par le biais de Cipango, mais nous on travaille aussi, on a aussi proposé des spectacles à Toulon-sur-Arroux, et effectivement l'aller-retour commence à se faire. Donc de plus en plus, nous on développe une politique d'aller notamment sur la côte urbaine, d'aller sur des communes, de conclure des accords, de conclure notamment des abonnements groupes avec des assos type OMC, Office municipal de la culture, qui regroupent eux-mêmes les habitants de leur commune, qui ont droit à un tarif de groupe et qui descendent ensemble à l'Arc pour venir voir un spectacle. Donc de plus en plus, notre travail de territoire nous sert aussi à construire notre public, à consolider notre public par ce biais-là. Et c'est vrai que l'appui de la compagnie Cipango, effectivement, ils ont leur public qui se déplace. C'est-à-dire qu'on a eu Maradona il y a 2 semaines, je crois. Effectivement, il y a toute une partie de la population de Toulon-sur-Arroux, Maradona, pardon, c'était la dernière création de la compagnie, toute une partie du public de Toulon-sur-Arroux qui est venu à l'Arc. Et par ailleurs, on voit qu'on a été joué à notre spectacle à Guignon, qui est pas très loin de Toulon, l'étiquette l'Arc, il y a toute une partie des gens de Toulon qui sont aussi venus voir les spectacles qu'on proposait à Guignon. Donc on voit que l'aller-retour peut fonctionner et on voit que les choses peuvent se construire comme ça. Et si je puis me permettre, cet exemple-là n'est malheureusement pas repris sur d'autres territoires. Moi qui suis par exemple du Chalonnais, effectivement, tout dépend de la volonté politique aussi locale et des acteurs aussi institutionnels, peu importe. Ouais. Des structures, mais politiques aussi, parce qu'il y a une vraie volonté aussi derrière de vouloir impulser des actions comme ça avec une vraie programmation qui est différente selon les directions, effectivement, mais selon aussi, vraiment, moi je pense qu'il y a ce côté politique, pour le coup, je voulais pas mettre... Voilà, mais il y a une réalité. Il y a une réalité parce qu'on l'observe sur des territoires, peu importe lesquels, mais il y a une différenciation que j'observe. Moi, je viens plus souvent à l'Arc qui suis chalonnaise que d'aller à l'Espace des Arts, à ma propre scène nationale, parce qu'il y a une forme d'accessibilité qui est beaucoup plus remarquée, beaucoup plus... Et puis même, la programmation est beaucoup plus... comment dire, sans forcément enjoliver, mais c'est-à-dire c'est beaucoup plus divers, c'est accessible à différents publics, et il y a un côté cosmopolite que j'adore, qui n'est pas forcément le cas dans d'autres scènes nationales sur le territoire. Ce que j'admets, c'est que c'est accessible à tous, et il y en a pour tout le monde. Et dans d'autres territoires, on sait très bien que c'est toujours les mêmes qui finalement vont assister à des spectacles qui ne sont pas forcément vulgarisés au grand public, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accessibles à tous. Et ce côté programmation joue énormément finalement dans l'offre sur un territoire. Et moi, je voulais rebondir donc sur la volonté effectivement des pouvoirs publics sur un territoire donné en s'appuyant sur des structures. Deux, il y a aussi la notion de parcours. Et ça, j'aime beaucoup parce que sur un territoire, quand on est en gestion, par exemple, politique à l'échelle locale ou intermédiaire, on observe ça pullule, les acteurs existent, et tant mieux, il y a une création, donc il y a une vivacité sur les territoires, et du coup on se dit, c'est bien, il y a une création. Sauf qu'on observe finalement que des fois ça s'entrechoque avec d'autres structures existantes, et d'où la remarque qui vient d'être faite, mais ça ne doit pas nous faire peur, parce que je pense que c'est à nous aussi de pouvoir organiser au mieux les territoires de façon à ce que ça s'imbrique, d'où la notion finalement de parcours. Parce que on peut partir d'un petit territoire donné en allant sur un autre territoire, justement comme une structure qui n'ont pas l'habitude justement de côtoyer ou de fréquenter. Et ça, c'est une réussite en soi. Et c'est pareil pour les différentes structures qui existent sur un territoire identique. Elles peuvent travailler ensemble. On a tendance à concurrencer les actions alors qu'elles peuvent être complémentaires, sincèrement. En tout cas, moi, c'est une démarche dans laquelle on veut s'inscrire. Oui, mais c'est tout à fait. Oui. Et nous, c'est vrai que sur Mâcon, on avait initié il y a quelques années justement un rassemblement. C'est le rassemblement des acteurs culturels, le RAC. On n'avait pas trouvé mieux. Mais c'est vrai que c'était un moment de se rencontrer et effectivement de se dire, de regarder nos complémentarités, éventuellement aussi d'un point de vue de gestion aussi peut-être s'organiser pour pouvoir être plus efficace. Et justement, on était bien dans cette notion de parcours. On travaillait avec la cave à musique, on travaillait avec le Crescent, on travaillait avec une association de cinéphiles. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui avait du sens. Aujourd'hui, on a un petit peu perdu tout cela parce que ça fonctionne bien quand les situations sont bonnes.
Et c'est vrai que quand on est dans des périodes de tension, comme le sont toutes les associations aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile et délicat. C'est vrai que voilà. Voilà. Mais dans l'absolu, effectivement, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on travaille effectivement tous ensemble. Et si je puis rajouter, il y a par exemple, moi j'ai adoré quand j'ai vu 2 structures associatives, enfin c'est plus des organisateurs de festivals sur le Dijonais qui ont décidé de mutualiser leurs moyens. Et sur un même flyer, il y avait le recto du festival finalement, voilà, d'une des structures, et de l'autre, il y avait la programmation finalement artistique de l'autre structure. Ils mutualisaient même jusqu'à la diffusion finalement de l'information. Et je trouve que dans une survie qui est la vôtre, enfin vous êtes en mode survie forcément, parce que c'est pas évident d'avoir des moyens aujourd'hui, de par ce qu'on avait dit tout à l'heure, mais enfin dans la première partie du débat. J'estime que c'est à nous de réinventer. Quand je dis nous, les acteurs de terrain, vous l'êtes, c'est à vous de réinventer finalement les façons de faire. Il y a une multitude de créativité dans vos structures respectives, et la mutualisation des moyens en fait partie. Et donc du coup, il y a un dialogue qui se noue, qui se crée, et puis il y a une intelligence finalement collective qui est en train de naître à travers justement ces problématiques, parce qu'on retrouve des systèmes D qu'on avait complètement perdus parce qu'on était dans un certain confort d'une certaine manière. Sans exagérer, je veux pas caricaturer. Confort, je dirais pas juste. Non, c'est pour ça que je dis sans caricaturer. Ça n'a jamais été le cas. Certaines scènes. Mais la mutualisation, je crois que, enfin, nous, on est encore une jeune compagnie. On l'est de moins en moins, mais je crois que on est d'une génération, en tout cas, où on croit énormément en la mutualisation. Et je vois, on travaille beaucoup, nous, avec une autre jeune compagnie qui vient de s'installer. On est tous issus du conservatoire national, sans s'être jamais rencontrés au conservatoire, de promotions différentes, mais avec cette même volonté, et c'est ce qui nous a permis de nous rencontrer. Et ensemble, on a décidé de mutualiser, et même dans la précédente émission, on parlait du coup de cette espèce de plafond de verre, c'est ça. Ça peut être ça aussi, la mutualisation. Ça peut être se donner des conseils et se rendre compte aussi ensemble, en s'entraidant, que finalement, on nous donne une impression d'inaccessible, de très haut, mais que en y allant à plusieurs, c'est peut-être tout à fait accessible. Et même au niveau subvention, peut-être que d'un seul coup, de se dire que donner un petit peu à droite, puis donner un petit peu à gauche, pour essayer qu'il y ait des choses qui se passent, nous se dire, tiens, mutualisons-nous, prenons ce qu'il y a à apprendre et grandissons tous ensemble, quoi. Enfin, c'est un petit peu comme ça que je le vois en tant que compagnie. Je vais être un petit peu moins optimiste parce que bien sûr. Ouais. Non, c'est vrai que c'est dans l'absolu, c'est ça. Je vous parlais tout à l'heure de cette expérience du RAC. L'expérience du RAC aujourd'hui, elle est un peu dans nos souvenirs et on n'a pas forcément plus avancé. Et puis, je voudrais quand même dire que c'est pas aussi facile que ça parce que tout le monde ne va pas forcément jouer le jeu, et entre autres les collectivités locales. Aujourd'hui, on se retrouve avec, on en parlait ces jours-ci à la MJC, on a eu Jean-Louis Etienne, par exemple, qui est venu sur Mâcon, invité par la ville. Donc c'est une conférence qui a été organisée directement par la ville, sans aucune concertation avec le monde associatif. Voilà, on aurait pu aussi, nous, travailler, enfin peut-être pas parce que financièrement c'était un peu compliqué, mais voilà, donc il y a quand même des volontés de coopération qui n'existent pas forcément. Ouais. Je crois qu'il faut en être conscient. Et puis, il y a aussi, je pense, là, effectivement, tu parles de compagnie, oui, vous êtes sur des métiers proches. Ouais. Après, on a parfois des métiers différents. Alors, effectivement, on peut mutualiser un certain nombre de choses, parce que ça, c'était aussi la grande illusion d'une certaine époque. De toute façon, on peut tout mutualiser, vous allez voir, en faire des économies de charges extraordinaires. C'est loin d'être possible partout. Effectivement, on peut peut-être mutualiser quand on est une association qui fait des fiches de paye, travailler avec une autre qui fait aussi ses fiches de paye. Et après, sur nos propres propositions, on n'est pas forcément dans les mêmes logiques. Donc, il y a quand même des limites à cette mutualisation. Mais sur le principe, moi, je pense qu'effectivement, il faut tendre vers ça. De toute façon, on n'aura pas... Je pense que c'est la voie de l'avenir aussi. Bien sûr, mais c'est vraiment une petite échelle, j'en suis bien conscient. Il faut être conscient. J'aurais pas la prétention de généraliser ça. C'est pas aussi évident que ça. Ça serait bien si on pouvait y arriver. Et c'est vrai que
Voilà. Et puis on y arrive quand même sur certains secteurs. Nous, là, on parle plutôt d'organisation, mais il y a des complémentarités. Je vous parlais d'université populaire lors de la précédente séance. L'université populaire, c'est un travail qu'on fait avec un collectif d'associations, UFC Que Choisir, Attaque, l'ANACRE, enfin on a Femmes Solidaires, enfin on a vraiment un panel d'acteurs qui tout seuls dans leur coin pouvaient pas développer ce genre d'offres. C'est vrai que ensemble on a pu le faire, même si c'est la structure MJC qui porte le projet, mais en attendant on a pu avancer sur cette idée de façon très très intéressante, et on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas eu cette structure commune. Moi, si je me permets de rebondir, moi je me souviens encore du temps où il y avait de l'aménagement du territoire, il y avait une politique d'aménagement du territoire, il y avait une intercommunalité de projets et pas une intercommunalité contrainte. C'est-à-dire que moi j'ai un souvenir que quand les agglomérations mettaient en place des schémas d'aménagement, des schémas culturels, des schémas autour de la musique, des musiques amplifiées, des schémas. Voilà, je crois qu'effectivement on a besoin. Enfin, moi, c'est ma pensée, c'est qu'on a besoin d'organiser les choses et que les choses soient organisées. Alors, pas de mutualisation où on dit aux gens, voilà, vous allez mutualiser ça, puis on va faire des économies, on baisse votre subvention. Non, de penser comment les différentes structures vont travailler ensemble et les aider à travailler ensemble. Ça ne veut pas dire mettre moins de moyens, mais ça veut dire accompagner, avoir une offre cohérente sur un territoire. Justement, que vous abordiez tous autant que vous êtes autour de la table, depuis même au cours de la précédente émission, souvent le mot subvention, moyens financiers apparaissait, ce qui n'est pas forcément le fond ni le nerf de la guerre de tout projet artistique ou culturel sur un territoire, mais en fait quand même un des pans essentiels quand même pour que au moins les projets naissent. Et justement, aujourd'hui, on sait tous, et dans tous les secteurs de l'économie, on parle de restrictions budgétaires. Et je voulais voir, ou en tout cas savoir, comment vous, en tant qu'acteur de terrain, vous opérez ou vous transformez vos métiers, ou est-ce que vous réfléchissez à Là, on commençait à parler peut-être de mutualisation, de réseau, de réseautage, de travail en commun, de voir comment vous pensez ou vous appréhendez la suite des événements, et si vous commencez déjà à entrevoir des restrictions même dans le fonctionnement de vos structures, ou justement de réfléchir à comment travailler autrement par la suite. Est-ce que vous avez commencé à travailler là-dessus ? Nous, on est en plein dedans, mais je pense que c'est le fait de toutes les MJC de France. 1200 MJC en France qui se retrouvent finalement avec un peu les mêmes problématiques, avec effectivement des changements on parlait de concurrence tout à l'heure, donc avec une offre qui est aujourd'hui très ouverte sur des secteurs où on était quasiment en monopole, hein. C'est ce qu'on dit régulièrement. La MJC Héritant, il y a une trentaine d'années, c'était 700 personnes qui venaient faire des cours de danse. 700, c'est énorme. Aujourd'hui, on doit être à 100, 150. Enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus réduit. Donc, effectivement, il y a une grosse transformation il y a une grosse offre, mais on en reparlera peut-être aussi avec le numérique aussi. Il y a une grosse offre qui s'opère un peu partout, et du coup, c'est vrai que ça nous oblige, nous structures, à revoir un petit peu notre façon surtout les MJC de travailler et de proposer des activités. Donc là, on est en train de revoir un peu notre modèle économique en étant sur des formes beaucoup plus participatives, beaucoup plus autonomes de participation des publics. Mais c'est vrai que là, il y a une véritable. Là, on est vraiment au cœur d'une véritable transformation de nos structures d'un point de vue économique. Et là, on est vraiment dans l'économique. Nous, on est un peu en attente à l'arc parce qu'on a donc un nouveau projet, une nouvelle directrice qui va arriver d'ici quelques mois. Donc, effectivement, il y a un nouveau projet qui sera mis en place. Mais effectivement, nous, le tassement des subventions d'année en année a été assez dramatique, quoi. Je pense qu'on a perdu à peu près un quart de notre marge artistique. Bon, j'exagère, allez, peut-être pas autant, pas loin.
Et voilà, et là on sent effectivement, il y a un certain nombre de pressions de nos tutelles pour que l'équipe s'allège. Sauf que voilà, moi je crois que nos métiers sont avant tout humains. C'est-à-dire que pour aller à la rencontre des publics, il faut qu'il y ait des humains et pas du numérique. On n'est pas sur la même chose. Le numérique va bien pour les gens qui ont l'habitude des choses, mais pas ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc quand on veut faire ce travail de territoire, ce travail en direction des quartiers, ce travail en direction des publics empêchés, il faut de l'humain. Il faut mettre de l'humain en face. Et c'est vraiment essentiel. Oui, surtout avec la spécificité de notre département où 3 scènes nationales opèrent sur. Je crois que c'est unique en France. C'est le seul département français où il y a cette spécificité de 3 scènes nationales sur un territoire. C'est énorme. Alors, oui, peut-être que c'est unique, ouais. Oui, après, j'ai envie de dire, moi, parce que j'ai déjà entendu ces remarques, mais voilà, c'est un historique. Enfin, je veux dire, à un moment, il y a des gens qui ont décidé d'ouvrir 3 scènes nationales sur ce département. Quoi. Et au contraire, enfin voilà, pour moi ça devrait être une richesse et pas on ne devrait pas le déplorer. Ben non, c'est quand même une sacrée richesse. Voilà, parce que la différence des autres, on n'a pas de scène conventionnée, on n'a pas. Enfin, je veux dire, du coup, on a trois théâtres qui sont sur le haut, on va dire le haut du maillage. À la différence de notre département, il y a 0 scène conventionnée. Il y a quasiment que les scènes nationales qui sont labellisées sur le département. Si je puis me permettre, sur la question des finances publiques, effectivement, avec la raréfaction, les problématiques qu'on observe, qui suis du coup modestement élu au conseil régional et qui connaît un peu le fonctionnement des différentes collectivités, donc pourvoyeur finalement de subventions pour les différentes associations sur les territoires, je peux aussi recontextualiser l'ensemble, c'est-à-dire nous-mêmes aussi on souffre finalement de ne pas avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir exercer toutes les meilleures volontés politiques qu'il soit. Mais quand bien même, gouverner c'est choisir, et on a tendance à observer finalement des différences, clairement, selon les collectivités, selon leur vouloir politique, c'est-à-dire d'un territoire à un autre, l'offre finalement culturelle ou sportive d'ailleurs n'est pas la même qu'un territoire voisin, simplement parce que les deux directions entre guillemets politiques ne sont pas les mêmes et du coup les volontés ne sont pas les mêmes. Et ça, il faut l'observer, ce qui nuit finalement au bénéficiaire qui est quand même lui le principal intéressé par ces actions, qui va se dire mais pourquoi moi sur mon territoire j'ai pas ce qu'il y a au Creusot ou ce qu'il y a à Étain-sur-Arroux ou dans le Mâconnais, et pourquoi moi sur mon territoire il y a plus d'offres, inversement quoi. Donc moi j'estime que oui, gouverner c'est choisir, et que malgré les difficultés financières qu'on a nous, institutions publiques, parce que c'est clairement le cas, on est, moi à la région je le vois bien, on n'a pas de levier fiscal comme les autres communes, comme les autres collectivités, donc on fait avec un budget constant, mais évolutif au niveau de l'inflation. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même décidé, parce que oui, notre politique est de gauche, et parce que nous, on croit clairement en l'émancipation de l'individu à travers la culture et le sport. Et c'est pour nous des politiques dites volontaristes, c'est-à-dire pas obligatoires, c'est pas une compétence qui nous est imposée de la part de l'État, mais on a décidé de le faire. Et on le fait. C'est pas suffisant, je l'entends, c'est pas au plus près des territoires comme on aimerait le faire aussi, de façon à mailler l'ensemble des petites communes moyennes et grandes, mais on fait. On essaye d'œuvrer. Maintenant, le territoire, c'est x2, c'est Franche-Comté et Bourgogne, ce qui démultiplie aussi le pouvoir d'action qu'a la région. Mais c'est pas évident en tant que tel, même si on a vraiment la meilleure des volontés. Mais après, moi, il y a une notion qui pour moi est cruciale dans tout ce débat, c'est l'équité. L'équité entre les différents acteurs, quels qu'ils soient, en ayant finalement des différents projets. Par exemple, l'arc n'est pas traité de la même manière qu'une autre scène nationale sur le territoire, sur un même territoire, ce qui n'est pas forcément juste en soi. Donc il faut aussi se demander pourquoi nous, institutions, même s'il y a des choses historiques comme les 3 scènes nationales qui ont été créées sur un territoire donné, il y a aussi des choses à revoir, même si c'est historique. Il faut parfois avoir le courage de revenir sur des politiques caduques, obsolètes, et se dire voilà pourquoi on réinvente pas. Et c'est tout l'enjeu finalement des débats, et ça ne concerne pas malheureusement que la culture. Il y a aussi d'autres politiques à mener. C'est pour ça que je voulais recontextualiser, parce que les difficultés que vous ressentez, on les ressent aussi malgré tout à notre niveau aussi. Mais
sans être dans la fatalité, parce qu'on peut faire des choses, mais vraiment, mais tout en se regardant dans un miroir et de se dire oui, effectivement, là, on est totalement dans le faux, il faut revoir peut-être notre façon d'agir. Et c'est pour ça que le contact aussi avec les acteurs réguliers peut nous permettre justement de retravailler nos politiques publiques aussi. Pardon Eric, on va devoir accélérer puisque je monopolise le débat. Je crois qu'on est tous bavards. Non, mais tout justement parce que c'est passionnant, c'est des débats qui pourraient nous amener au bout de la nuit, mais il faut qu'on pense quand même à terminer et clore cette première émission consacrée à la culture pour tous. Et justement, je voulais clôturer ce premier débat sur une question, ou en tout cas une remarque qui pourrait vous être faite, vous, acteurs de terrain, au quotidien, sur cette notion de la dématérialisation de plus en plus accrue des objets et des projets culturels par le biais des smartphones, par le biais de la numérisation, du numérique, voilà, toutes ces notions-là. En se disant que, en gros, pour avoir accès à la culture aujourd'hui ou à un livre, il suffit d'avoir une petite tablette, d'avoir un smartphone et c'est bon. Et du coup, en gros, je vais poser la question, mais à quoi ça sert aujourd'hui tout ça ? Oui. Il y avait eu une journée d'études il y a quelques années qui avait pour intitulé Pourquoi savoir alors que Google sait. Voilà. Je pense ça résume tout. Voilà, mais c'est un peu provoque. Aujourd'hui, effectivement, le numérique y arrive et bouleverse un petit peu toutes les pratiques. Enfin, on pense qu'il bouleverse toutes les pratiques culturelles. Enfin bon, il en bouleverse certaines. Je pense à la musique. C'est vrai qu'on a changé complètement nos façons d'écouter de la musique. Mais par contre, où les choses n'ont pas évolué, c'est que par rapport à d'autres offres culturelles, c'est que, et c'est même pire, je pense, le numérique, en fait, est accessible d'une façon complètement autonome, totale, sans contrôle, sans filtre. Et aujourd'hui, justement, on a besoin d'y voir plus clair. Et c'est vraiment, on le voit aujourd'hui dans les manifestations qui se déroulent un peu partout en France. C'est quoi la question ? C'est on veut savoir ce que l'on est, ce que l'on vers quoi on va. Et je pense que les questions de la culture, c'est ça. On l'a dit depuis le début, que se cultiver, c'est s'émanciper, se former, se construire, et forcément prendre le tout venant sur Internet et puis aller sur, effectivement, on trouve des choses extraordinaires, mais on les a pas forcément choisies. Et finalement, on est la sérendipité, c'est quelque chose de bien sympathique parce que c'est vrai que ça peut nous emmener loin dans la nuit, mais c'est pas forcément des vrais parcours de citoyens qui se construisent à travers ces dynamiques-là. Et je pense, et là je reviens sur ce que disait Patrick, aujourd'hui on n'en a jamais eu autant besoin d'humains. Je pense que la culture, c'est pas quelque chose qui se donne comme ça, c'est quelque chose qui se médiatise. Et ce serait un petit peu ma conclusion, c'est nous considérons plutôt comme des médiateurs de la culture, des gens qui vont, en fonction des besoins des uns et des autres, faire des propositions, aller proposer aux gens des parcours, les orienter. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a certains qui pourront aller sur la pratique de spectacles amateurs, d'autres sur la lecture, d'autres, je sais pas, sur simplement se retrouver dans un bar à écouter de la musique. Ça peut être ça, ces visions-là. Et c'est à nous, finalement, de médiateurs culturels, d'accompagner ces gens-là sur ces pratiques et pour moi c'est vraiment ça la grande différence avec le numérique. Le numérique c'est moi je suis estomaqué par tout ce que je peux y trouver, mais derrière c'est sans filtre quoi. Et l'éducation, et on parle d'éducation populaire, c'est justement construire, filtrer, et voilà. Au-delà de ça, si je puis me permettre, c'est les tablettes, les smartphones, le numérique, ça nous isole en fait. C'est-à-dire que l'expérience on la vit seul quand on va au théâtre, l'expérience on la vit collectivement. Ça change tout.
Et puis deuxième chose, moi j'adore le numérique parce que tout est accessible. Les cours du Collège de France sont en ligne, mais c'est des vidéos de chats qui sont vues pour le plus grand nombre. Voilà, je crois que malheureusement c'est pas forcément le meilleur de l'humanité qui est le plus vu, voilà, qu'on y retrouve, mais voilà, c'est plutôt la facilité, la notion d'amusement et de divertissement. Voilà, et puis il y a une immédiateté qui fait qu'on se retrouve avec des choses. Enfin bon, il suffit d'aller voir un peu les commentaires divers et variés qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux pour s'apercevoir que finalement il n'y a aucune profondeur dans la culture qu'on peut trouver sur le net si on s'y engage pas plus que ça, quoi. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur l'idée on peut y trouver des choses. Enfin, tu parlais du Collège de France par exemple aussi, et même pour travailler avec des élèves par exemple, c'est assez génial parce que tu leur parles de Romain Gary et tu peux trouver des vidéos de Gary, ou tu leur parles de Chéreau, tu trouves des mises en scène de Chéreau. Par contre, je vois une des dérives avec toutes ces propositions possibles, c'est que au sein des compagnies, parfois, je trouve qu'on en arrive à plus penser communication parce qu'il y a cette culture aussi du nombre de vues, plus penser à la communication qu'à un fond. Et ça, moi, je trouve ça vraiment dangereux, même pour nous en tant que compagnie, lors d'exploitation parisienne ou à Avignon, et d'un seul coup, quand tu rencontres les personnes, les RP, on te parle plus d'un seul coup de la communication avant même de te parler du fond de ton spectacle, quoi. Et je trouve que c'est une dérive un petit peu inquiétante. Non, parce que paradoxalement, quand on dit plus accès finalement à la culture, moi je suis pas sûre en fait que cet outil nous permette finalement d'accéder plus facilement à la culture. Pourquoi ? Parce qu'il faut déjà avoir quelques notions. Par exemple, tu nous parles de Gary, mais un jeune qui ne connaît pas Gary, même s'il a l'outil avec lui, il va pas pouvoir le voir parce qu'il n'a pas cette notion-là dès le départ. Donc la question de l'émotion qu'on abordait par le passé sur la question de l'émotion face à une œuvre, ça se crée que par un lien réel, un face-à-face, un vis-à-vis. Moi, je crois beaucoup au lien humain et aussi au sens collectif, en fait, finalement, de l'aspect culturel. Et la dictature, finalement, de la culture du soi ou de soi à travers, par exemple, les réseaux sociaux, à travers les nombreux likes qu'on observe, c'est ce qui, finalement, va tuer la culture pour tous. C'est pour ça que c'est un danger, mais moi, je suis pas non plus à renier le progrès technologique. Au contraire, s'il est au service, finalement, de la culture. Et encore une fois, je distinguerais la culture de masse de la culture, finalement, qu'on a abordée depuis le début de ce débat. La culture de masse, c'est ce qu'on voit, c'est dans sa diversité, c'est le côté divertissement, c'est tout ce qu'on voit, finalement, à travers la consommation. Et il y a la culture qui est beaucoup plus instructif, qui justement va travailler sur l'épanouissement de chaque être, enfin de soi ou de l'autre, ce côté collectif, ce mélange, ce partage qu'on retrouve plus dans cette notion-là. Donc il faut faire attention à dire qu'on a plus accès, finalement, non, je suis pas sûre. Oui, en plus, on parle de culture pour tous. Il faut savoir quand même, et c'est le rapport Majoubi qui le met en évidence, il y a 13 millions de Français qui sont en exclusion numérique aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un gros leurre que de penser qu'on répond à tout à travers le numérique. Eh bien, merci à tous de votre participation. Nous nous retrouvons très prochainement pour une émission de culturisme sur Odile et très belle soirée à tous.